L'air est notre bien à tous, et nous en sommes tous responsables. La qualité de l'air est quelque chose de non négociable. Nous avons besoin d'un air propre, même si nous nous développons. C'est une urgence sanitaire au même titre que d'autres catastrophes. Le fait qu'il y ait 7 millions de morts, c'est énorme. C'est bien plus que d'autres maladies et d'autres facteurs de risque. Chaque année d'inaction ou d'attente entraîne un fardeau de décès et de maladies qui est absolument colossal à l'échelle de la planète. Le problème de la pollution de l'air, ce n'est pas un problème irréversible. On peut le résoudre si on a la volonté de le résoudre. Si nous ne réglons pas ce problème dès maintenant, imaginez ce qui va se produire pour les générations futures. La pollution de l'air, un tueur de masse dont les morts sont invisibles. 7 millions de décès prématurés par an selon l'Organisation mondiale de la santé. Un chiffre étayé par des preuves scientifiques bien réelles. Ces agents meurtriers sont des gaz et des particules fines, rejetés dans l'atmosphère par l'activité croissante des usines, du chauffage urbain, du transport routier. Des émissions toxiques, souvent confondues avec les gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique, comme le CO2, un gaz non polluant. Ils proviennent des mêmes sources, mais provoquent d'autres conséquences. Les effets des changements climatiques se produiront de manière très intense dans les décennies à venir. On a été tellement informé sur les problèmes du climat que l'on a un peu oublié le problème de la qualité de l'air. C'est un problème à beaucoup plus courte échelle de temps. C'est un problème qui se pose aujourd'hui parce qu'il touche notre santé, parce qu'il touche finalement les gens maintenant. La pollution atmosphérique frappe toutes les mégalopoles du monde, à différentes échelles. Symptôme de leur développement effréné, les capitales émergentes sont touchées de plein fouet. Les métropoles indiennes et chinoises dépassent régulièrement les seuils d'alerte, exposant leur population à un risque sanitaire majeur. Les villes les plus riches ne sont pas épargnées, sur le continent américain comme en Europe. Elles subissent une pollution chronique avec des effets nocifs à long terme. De Paris à Mexico, de Los Angeles à Pékin, la communauté scientifique lance l'alerte. Des villes livrent bataille contre cette menace, le premier risque environnemental de santé publique. Bienvenue à New Delhi, la ville la plus polluée de la planète, selon l'OMS. Avec ses 8 millions de véhicules, 2 fois plus en 10 ans, la capitale indienne vit une croissance incontrôlée du trafic qui plonge ses 25 millions d'âmes dans un enfer atmosphérique. Depuis 7 ans, un chercheur américain mesure ce que les Indiens respirent réellement aux heures de pointe, à bord d'un rickshaw. Les niveaux sont très élevés ici. Si vous regardez sur l'écran, ils montent à 300-400 microgrammes par mètre cube. Ce sont les concentrations de particules très fines dans l'air. Elles peuvent certains jours dépasser de 100 fois les recommandations sanitaires de l'OMS et sont toujours plus élevées que celles publiées par les autorités indiennes.
Les stations officielles de mesure de la qualité de l'air sont souvent situées loin des sources majeures de pollution, loin des routes, des usines, des centrales. Elles ne donnent qu'une vision partielle de l'exposition réelle dans la ville. Microparticules, ozone, dioxyde d'azote, un mélange toxique pour des habitants qui passent des heures dans leur voiture, travaillent dans les rues et vivent sur les trottoirs. La crise est due à des polluants multiples. C'est un cocktail mortel de pollution que nous respirons au quotidien. Pendant très longtemps, nous avons pensé que seules les plus grandes villes étaient touchées. Mais nous constatons de plus en plus que les villes plus petites atteignent désormais des niveaux critiques de pollution. Selon l'OMS, 13 métropoles indiennes figurent parmi les 20 les plus polluées du monde. Les premières études sanitaires sont accablantes. 3 ans d'espérance de vie perdue à New Delhi, 1,5 million de morts estimés dans le pays chaque année. Et la menace se propage bien au-delà des centres urbains. Le bassin de Singrauli est le poumon énergétique de l'Inde. Il fournit 20% de l'énergie électrique du pays en puisant une réserve naturelle abondante, le charbon. Avec ses centrales et ses mines développées à marche forcée depuis 40 ans, Singrauli est devenue une région maudite. Ses habitants vivent prisonniers des émissions de poussière et de gaz toxiques qui contaminent l'eau et empoisonnent l'air. Tous se plaignent de problèmes respiratoires. À 10 ans, Ashish, le fils de Sita, est asthmatique. Quand je cours, je tousse beaucoup. J'ai du mal à respirer. C'est comme si j'avais quelque chose de bloqué dans la gorge. Ça me fait mal. Ici, dans le village, on a tellement de poussière qu'on a beaucoup de difficultés à respirer. On a la tuberculose, on est fatigué de chercher des médecins et des médicaments. On ne peut pas continuer comme ça. Je dois d'abord faire soigner mon fils. Et quand on est pauvre, on ne peut pas faire soigner toute la famille. On est inquiet, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas partir. C'est chez nous ici. Dans cette région oubliée, il n'existe aucune étude officielle sur l'ampleur des dégâts sanitaires. Seules les ONG ont pu relever dans certains villages des cas d'asthme et des concentrations de mercure dans le sang anormalement élevées. À l'hôpital voisin de Wedan, les médecins assistent impuissants à cette lente agonie. Depuis 22 ans, le docteur Herbie Singh constate une explosion des infections pulmonaires, des allergies sévères. Respirez, respirez. Je suis inquiet. Comment ne pas l'être? On est pauvre, on ne sait pas comment traiter ça. On a très peur. Le médecin ne décolère pas sur l'état des poumons de ses patients. Si les poumons des habitants de Delhi peuvent être contaminés par des fumées de véhicules, alors je me demande, est-ce que les poumons des habitants de Singrauli sont en acier? Dans toutes les autopsies faites dans la région, que les gens aient des maladies ou non, la surface de la plèvre est toujours couverte par des particules de charbon. Nos poumons sont infectés. Quand je marche le matin, les particules sont tombées avec la rosée. Et quand on court, on inhale toutes ces particules. Elles vont se déposer dans nos poumons.
Dans toute la région, on n'a même pas d'endroit où marcher le matin ou courir. Cette pollution qui asphyxie les Indiens nous renvoie à l'Europe. De sa révolution industrielle jusqu'aux 30 Glorieuses, la plus forte croissance économique d'après-guerre. Aurait-on oublié ces images? En 1960, les Parisiens s'intoxiquent aux fumées des usines qui bordent la capitale et au gaz d'échappement des moteurs essence au plomb. Un demi-siècle plus tard, le danger a reculé, mais Paris n'a pas vaincu la menace. Air Paris prévoit encore aujourd'hui une très forte pollution aux particules. Pollution aux particules qui va concerner une large moitié nord du pays. L'État nous laisse-t-il suffoquer avec cette pollution? Ce sera la question qui fâche de cette heure. Les intenses pics de pollution que subit la ville lumière depuis 2013 nous le rappellent. Ces épisodes d'alerte ne sont pourtant que la partie émergée de l'iceberg. Les Parisiens respirent mal toute l'année. Un air vicié qui leur fait perdre 6 mois d'espérance de vie. C'est la densité du trafic routier et le renouvellement du parc automobile diesel qui ont amplifié le phénomène ces dernières années. Une pollution chronique que surveillent les ingénieurs d'Air Paris. Dans ce quartier très fréquenté, Karine Léger mesure les concentrations de particules que les piétons inhalent tous les jours. On est plus impacté ici, compte tenu de la densité du trafic, qu'on voit d'abord très bien, et du nombre de véhicules et du fait qu'on est dans une circulation qui n'est pas fluide, mais avec des véhicules qui s'arrêtent, qui redémarrent, qui accélèrent. Il n'y a pas de vent et on est vraiment à côté de la circulation, donc on voit bien l'impact. Et on voit même l'impact en fait, des piétons qui, quand ils passent, en fait, remettent en suspension les particules. Là, ça grimpe pas mal quand même. Le compteur s'affole, jusqu'à 10 fois le seuil limite fixé par l'Europe. Les niveaux de pollution grimpent encore dès que les Parisiens se retrouvent dans des espaces plus confinés. Dans un tunnel, une station de métro ou à l'intérieur de leur voiture. Le bébé dans sa poussette, il est souvent un peu moins exposé à la pollution, quand par exemple il est ici sur le trottoir, que quand il est dans la voiture, dans son siège auto, au cœur du trafic. Les niveaux de pollution sont plus importants parce qu'il est vraiment entouré par des voitures et donc par des rejets de pollution. À proximité du trafic, 2 polluants sont particulièrement surveillés. Le dioxyde d'azote, un gaz, et les particules fines, des poussières microscopiques 100 fois plus petites qu'un cheveu. Ici, vous avez un filtre qui a été exposé pendant une semaine. Et donc à l'intérieur, ce sont ces petites particules qui ne sont pas arrêtées par le nez, mais qui sont tellement petites qu'elles peuvent pénétrer jusque dans les alvéoles pulmonaires. Les particules fines sont classées en fonction de leur taille. Les PM10 de 10 microns et les plus petites, encore plus nocives, les PM2,5 de 2 microns et demi. Pour chacune d'entre elles, l'OMS fixe des recommandations sanitaires et l'Europe impose des seuils limites. Au transport routier s'ajoutent d'autres polluants qui proviennent de bien plus loin. 50% de la pollution que l'on respire ici est locale, 50% est de la pollution et provient soit de toute l'agglomération parisienne, soit de transfert de pollution à l'échelle de l'Europe. Il ne faut pas oublier qu'en Île-de-France, il y a une zone agricole qui est relativement importante. Et en fait, lors des épisodes de pollution que l'on a eu au mois de mars de l'année dernière, on a eu une conjonction de pollution liée au trafic et de gaz émis par l'agriculture au moment des épandages qui ont contribué à la création de particules. C'est une source moins connue, mais les engrais et les pesticides agricoles émettent des gaz qui se transforment en particules et se propagent sur des centaines de kilomètres. Comment se fabriquent alors ces nuages de pollution qui placent nos villes en alerte, en hiver comme en été?
C'est toute la complexité de la chimie de l'atmosphère que les chercheurs du LISA étudient en laboratoire grâce à cette machine. Dans cette chambre de simulation, on va injecter le même genre de polluants qui sont directement injectés dans l'atmosphère, par exemple dans une rue de Paris ou dans l'agglomération d'une grande ville. Aujourd'hui, l'équipe de Jean-François Doussin reconstitue artificiellement un pic de pollution d'été. Dans ce caisson, les chimistes injectent de l'air pur, de l'humidité, puis 2 polluants dits primaires rejetés tous les jours dans notre atmosphère. Je te laisse comme ça, Edouard. On va se synchroniser. Du xylène, un composant des essences émis par l'automobile, et un gaz, du dioxyde d'azote, produit lui aussi par les voitures, surtout les diesels. Vas-y, Edouard. Il suffit d'attendre l'effet du soleil reproduit par ces lampes pour que la chimie opère, pendant plusieurs heures. L'expérience est totalement invisible, mais pour mieux la comprendre, nous l'avons reconstituée. Sous l'effet du vent, les polluants se dispersent, mais surtout ils se mélangent. Et sous l'effet du soleil, ils se transforment. Les polluants injectés en créent ainsi de nouveaux, les polluants secondaires, des particules fines et un gaz, de l'ozone. 500 ppb d'ozone, là, je vois. Ouais. Ah oui, ça correspond vraiment à un pic chargé. Oui. Sur l'écran, un pic de pollution à l'ozone. Je parle ici de ce qu'on appelle le mauvais ozone, celui que l'on respire et qui est un irritant. Je ne suis pas en train de parler de l'ozone, de la couche d'ozone qui se trouve dans la stratosphère et qui nous protège des rayonnements ultraviolets du soleil. L'ozone, comme tous les polluants secondaires, figure parmi les plus nocifs. Il y a de nouveaux gaz qui sont la plupart du temps beaucoup plus toxiques et beaucoup plus irritants, et de nouvelles particules qui sont cancérigènes et donc des espèces qui posent énormément de problèmes. L'atmosphère, un immense réacteur chimique. Tous les jours, nous inhalons des gaz et des particules primaires. Mais quand ils se transforment, nous subissons en hiver des pics de pollution aux particules secondaires, issus du trafic routier, du chauffage et de l'épandage agricole. En été, ce sont des épisodes à l'ozone liés à la chaleur. Plus les sources et leurs polluants se mélangent, plus le phénomène est difficile à combattre. Les pics de pollution forment un nuage photochimique sur nos villes. Comme le couvercle d'une boîte, dans la partie basse de la troposphère, la couche de l'atmosphère où nous vivons. La hauteur de ce couvercle peut varier de 2000 à 250 mètres d'altitude en fonction des températures ambiantes. Plus elle est réduite, plus le nuage est toxique. On se rend compte que les effets de la pollution s'en trouvaient radicalement différents, et en particulier quand la couche limite est très basse, alors on a des phénomènes d'accumulation de polluants qui sont tout à fait importants. Ce nuage photochimique réagit différemment selon les conditions météo. La pluie plaque les polluants au sol. Le vent, lui, les disperse. Mais une situation anticyclonique fait stagner le nuage. Dans des villes encaissées où l'air circule mal, le phénomène s'accentue encore. De Mexico à Los Angeles, un néologisme s'est mondialisé, le smog. Il est apparu en 1952. Smog, a mixture of smoke and fog, has become one of the greatest mass murderers of modern times. The deadly fumes, which throw a heavy pall across Le grand smog de Londres. Au moins 4000 morts en quelques jours, asphyxiés par les gaz issus du charbon brûlé en trop grande quantité. Le pic de pollution le plus meurtrier de l'histoire, le début d'une prise de conscience en Europe. Le smog est un mal insidieux qui peut réapparaître à tout moment. Athènes en fait la douloureuse expérience depuis 2013. Une conséquence de plus de la crise économique. Les froides soirées d'hiver, les rues d'Athènes sont couvertes d'un épais nuage où flotte une odeur de brûlé.
Les familles renoncent au chauffage central, trop coûteux, et rallument leur cheminée. Après 6 années d'austérité, Sofia Alkia, retraitée, n'a plus d'autre moyen pour se chauffer. Je n'avais pas imaginé ça, même dans mes pires cauchemars. Personne en Grèce n'avait imaginé ça. Moi, je pense que c'est une guerre économique. Les gens n'ont même pas d'argent pour mettre du bois dans les cheminées. Ils brûlent tout ce qu'ils trouvent dans les rues, comme des palettes ou du bois peint. Ils ne peuvent même pas s'acheter du bois, parce que même ça coûte cher maintenant. Depuis 2 ans, une équipe de chimistes relève des concentrations inquiétantes de particules fines, notamment du black carbone, les particules issues de la combustion. Dans leurs échantillons, des substances particulièrement dangereuses. Du benzoapyrène, du chlore et même de l'arsenic contenus dans des meubles vernis ou en agglomérés. Malgré un hiver plus doux et une baisse du prix du fioul, le niveau de pollution reste le même que l'année précédente. On est passé de la pollution photochimique qu'on a connue dans les années 80 à une pollution de type le Grand Smog de Londres, principalement le soir, avec des niveaux qui peuvent approcher ceux des villes de Chine. Nous avons eu des résultats proches de certaines données recueillies à Pékin. Il est difficile de convaincre des gens qui n'ont pas suffisamment à manger de s'intéresser à l'environnement et de prendre des mesures contre une pratique qui, sur le long terme, aura des conséquences sur leur santé. Étranglés par leurs dettes, les autorités grecques ont baissé les bras et négligé les questions environnementales. Ils ont d'abord réagi en commandant plus d'études. Et ensuite, ils ont eu l'idée de demander aux gens de ne plus utiliser leurs cheminées. Voilà la mesure la plus importante à laquelle ils ont pensé. C'est totalement ridicule. En ce moment, plus de 3 millions de Grecs, c'est presque un quart de la population, ne se chauffent pas correctement. Les immeubles grecs sont parmi les plus gros consommateurs d'énergie en Europe. Ici, un logement a besoin de 3 fois plus d'énergie pour le chauffage qu'une habitation en Finlande. Dès le premier jour, le gouvernement aurait dû remédier à ce problème et investir massivement dans la performance énergétique. Selon Greenpeace, il faudrait rénover plus d'1 million de logements dans les 10 prochaines années. Mais pour l'épidémiologiste Cléa Katsouyani, une autre source de pollution bien plus nocive est oubliée des pouvoirs publics. C'était tellement plus facile de s'en prendre aux gens qui brûlent du bois chez eux plutôt que de regarder du côté du gouvernement, parce qu'ils n'ont pas imposé de contrôle sur les voitures, leur entretien et les carburants frelatés. Les taxes sur le diesel ont été introduites à Athènes au début des années 80. À cette époque, on nous disait que cette pollution au diesel n'était pas dangereuse pour la santé. Nous savons maintenant que c'est un mensonge total. C'est tout le contraire. Sur la dangerosité des particules diesel et des autres polluants que nous respirons, les chercheurs accumulent les preuves depuis une dizaine d'années. Des études épidémiologiques aux expériences animales, jusqu'à la recherche de pointe. L'Institut Adolphe Merkel est spécialisé dans la biologie cellulaire. Depuis 4 ans, le professeur Barbara Roten étudie en laboratoire la toxicité des nanoparticules émises par les moteurs de nos voitures. Des particules ultra fines de moins de 1 micron. On voit ici une particule individuelle, ici ou ici encore. Et tout ça, c'est un agglomérat de plusieurs centaines de nanoparticules. À l'intérieur de ces grappes de raisin, un cocktail de composants hautement toxiques. Ces poussières microscopiques
livrent une bataille sans merci pour atteindre le cœur de notre organisme. Les plus grosses, les PM10 de 10 microns, sont bloquées dans nos fosses nasales par les poils et le mucus. Mais les plus petites, les PM2,5, sont plus redoutables. Leur contenu chimique se métabolise plus facilement et atteint les poumons, puis les alvéoles pulmonaires, la zone d'échange avec la circulation sanguine. On soupçonne les nanoparticules encore plus fines, de moins de 1 micron, de traverser les membranes de nos vaisseaux sanguins, d'accéder au cœur et même au cerveau. Par quel mécanisme ces nanoparticules propagent-elles leur potentiel toxique? Pour le comprendre, Barbara Roten a créé un modèle de poumon artificiel in vitro grâce à des cellules humaines en culture. Des cellules épithéliales qui tapissent nos alvéoles pulmonaires et des cellules immunitaires aux fonctions défensives. Dans un laboratoire voisin, ce modèle de poumon in vitro est exposé au gaz d'échappement des moteurs essence et diesel. C'est le diesel qui émet le plus de particules et les filtres des moteurs récents laissent encore échapper les plus fines. Après seulement 6 heures d'exposition, les cellules ont subi des dommages. Elles sont comparées à des échantillons non exposés et apparaissent en vert fluorescent. Quand les cellules sont exposées aux particules de diesel, et si ces particules s'attachent à l'extérieur de la cellule, ou même y pénètrent, elles peuvent provoquer des réactions cellulaires différentes. Cela peut être la création de radicaux libres qui auraient un effet oxydant, des réactions inflammatoires, ou alors une réaction au sein même du noyau de la cellule qui pourrait modifier l'ADN, le matériel génétique. Ce n'est pas une mort de cellules, mais plutôt une division cellulaire incontrôlée, des réactions inflammatoires. À long terme, cela peut provoquer un cancer. Ces expériences en laboratoire mettent en lumière les effets aigus, à court terme, des particules diesel. Après 20 à 30 années d'études, l'OMS considère désormais que les particules de diesel sont cancérigènes. Cette conclusion se fonde sur beaucoup d'études différentes, sur les hommes, sur les animaux et sur les cultures de cellules. Chaque type de travaux a ses limites. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de faire des études différentes, à long et à court terme, pour connaître les effets des nanoparticules. Toutes les études concordent, la pollution de l'air raccourcit nos vies. La recherche s'accélère. Les scientifiques parviennent même à rendre plus visibles les effets de la pollution sur nos organismes. À Sao Paulo, une expérience unique au monde est menée depuis plus d'1 an. Le professeur Saldiva enquête sur des cadavres. Le pathologiste espère déterminer comment la pollution peut accélérer une maladie et provoquer la mort. L'autopsie permet surtout d'avoir accès à tous les organes. C'est une façon de compléter les études qui existent, les études épidémiologiques, les études cliniques. En prenant des fragments de tissu qui vont montrer comment les structures des poumons, des vaisseaux, des cerveaux ont été modifiées, mais qui permettront aussi de comprendre les facteurs qui ont conduit à leur inflammation. Après autopsie, les poumons sont prélevés et font l'objet d'examens approfondis. Voici ceux d'un homme de 63 ans, non-fumeur. Paolo Saldiva s'intéresse particulièrement au black carbone, les particules issues de la combustion, notamment celles des moteurs automobiles. Nous savons de quoi cet homme est mort. Il souffrait d'une maladie rénale et d'une affection qui n'ont pas forcément été causées par la pollution.
même si la pollution a pour effet de réduire notre système immunitaire. Tous les corps des personnes autopsiées à Sao Paulo ont ce type de dépôt à différents degrés. Dans chaque individu, nous trouvons la couleur originelle du poumon, qui est ici. Il y a comme une frontière entre la partie saine et celle que l'on peut attribuer à l'inhalation des polluants. Pour un individu qui ne fume pas et qui habite à Sao Paulo, le plus probable, c'est que ce black carbone provient des véhicules. Comment fait-on pour le savoir ? Chaque particule a une signature, une empreinte digitale. À Sao Paulo, les principaux marqueurs sont le zinc, le manganèse, l'aluminium et le fer. Des marqueurs qu'ils vont tenter de retrouver grâce aux analyses chimiques réalisées sur les tissus pulmonaires. Le pathologiste va explorer 2000 corps et enquêter sur le mode de vie et le passé médical de ces personnes décédées. Il espère ainsi retracer l'impact de la pollution sur toute une vie. Des effets sur la santé qui peuvent se manifester dès notre naissance. À Grenoble, l'une des villes les plus polluées de France, une équipe de l'INSERM mène une étude épidémiologique au long cours sur la santé respiratoire des nouveau-nés. Enceinte de 3 mois, Alix est placée sous surveillance médicale. Donc on va allumer l'appareil qui va rester à la maison. Des capteurs vont mesurer son exposition à la pollution de l'air intérieur et extérieur. Il faut que ça corresponde à l'air que vous respirez. Donc faut essayer de pas le couvrir. 700 femmes devraient participer à ce programme baptisé CEPAGE. Les chercheurs veulent établir des preuves scientifiques sur des effets qu'ils soupçonnent déjà. Les effets de la pollution atmosphérique durant la grossesse sont étudiés depuis une bonne quinzaine d'années et ce qui commence à être établi, c'est réellement l'effet des polluants atmosphériques sur le risque de mortalité dans les premiers mois de vie. C'est aussi l'effet de la pollution atmosphérique sur la restriction de la croissance du fœtus, donc le petit poids à la naissance. Juliette est l'un des tout premiers bébés CEPAGE. À 6 semaines, elle fait l'objet de son premier examen médical. L'équipe du CHU vérifie le fonctionnement de ses bronches en lui faisant respirer de l'oxygène pur, dans une phase de sommeil profond. Ouais, c'est pas mal, c'est bien là. Juliette sera suivie pendant ces 3 prochaines années. Si le niveau de preuve n'a jamais été aussi élevé, la science ne peut pas attribuer le décès ou la maladie d'un individu uniquement à la pollution. D'autres facteurs interviennent. On arrive à quantifier précisément avec ces études d'impact sanitaire le nombre de décès attribuables à la pollution chaque année, mais on est face à des maladies multifactorielles dont les effets sont un retardement. Donc, même s'ils ne sont pas visibles, les décès et les cas de maladies attribuables à la pollution atmosphérique n'en sont pas moins réels. Et on sait que chaque année d'inaction ou d'attente entraîne un fardeau de décès et de maladies qui est absolument colossal à l'échelle de notre pays et à l'échelle de la planète. La lutte contre la pollution ne fait pas encore consensus. Si j'invente un vaccin contre la dengue ou contre Ebola, qui va s'y opposer ? Maintenant, si j'aborde la question de la limitation des combustibles, du diesel et de la limitation du transport individuel au profit des transports en commun, il n'y aura pas consensus. Je pense qu'il est temps que cette situation soit reconnue comme une urgence sanitaire, comme ça l'a été pour d'autres catastrophes. Depuis des années, l'OMS relaie les études scientifiques, établit des normes sanitaires de la pollution de l'air. Mais en 2013, l'institution va plus loin et lance un cri d'alarme. L'Organisation mondiale de la santé, qui dépend de l'ONU, a décidé de classer la pollution de l'atmosphère, la pollution de l'air que nous respirons tous les jours, parmi les causes directes de cancer. L'air est notre bien à tous et nous en sommes tous responsables. Il nous faut de véritables politiques de santé publique pour résoudre le problème. La pollution atmosphérique, un cancérogène certain, comme le tabac et l'amiante. Cancer,
maladies respiratoires, mais aussi pathologies cardiovasculaires. Au total, 7 millions de victimes chaque année. L'OMS alerte les opinions publiques. Nous avons la responsabilité de dire qu'il s'agit là d'un risque majeur. Si nous ne prenons pas les mesures pour protéger les populations, pour alerter les gouvernements, la société civile et les milieux économiques, alors nous ne pourrons pas les aider et leur faire profiter d'une meilleure prévention. Mais nous ne pouvons pas prendre les décisions à la place des pays et leur dire « vous devez faire ceci ou cela ». Nous n'avons pas de pouvoir législatif sur les pays. Nous avons un pouvoir de persuasion. Le fait que nous soyons si vigilants sur nos études, nos chiffres, nos recommandations, c'est une forme de pouvoir que nous exerçons. Comment les États, qui ont jusqu'ici sacrifié l'environnement sur l'autel de la croissance, combattent-ils ce fléau? Tous les projecteurs sont aujourd'hui braqués sur un pays, la Chine. Pékin fait figure de capitale mondiale du smog, avec ses épisodes répétés d'alerte environnementale, cette atmosphère baptisée l'Airpocalypse. C'est la pollution qui dicte la vie quotidienne des Pékinois. Dans l'appartement de la famille Tang Gessler, 5 purificateurs d'air tournent en permanence pour protéger Mia, leur fillette de 3 ans. Chaque matin, le couple scrute l'indice de pollution. Ce qui nous inquiète, c'est que parfois Mia ne peut sortir que quelques jours pendant un mois. On est triste qu'elle ne puisse pas sortir. Aujourd'hui, l'air est plus respirable et Mia peut sortir. Sa grand-mère, asthmatique, préférerait pourtant qu'elle aille vivre en Allemagne, le pays d'origine de son père. J'ai dit à mon beau-fils, pourquoi vous restez là? Vous devriez rentrer dans votre pays, mais ils ont leur métier ici. Moi, j'aimerais qu'ils vivent dans un meilleur environnement. Ce serait mieux pour la santé de la petite. Il faut des solutions radicales et le gouvernement va faire plus d'efforts. On pense que ça va s'améliorer. On espère qu'ils vont trouver des solutions. Les classes moyennes n'ignorent plus les risques. À Pékin, le taux de cancer du poumon a explosé, plus 50% en 10 ans. Une étude internationale relayée par l'OMS estime à 1 200 000 le nombre de décès prématurés dans le pays. Sans parler du coût économique, abyssal, 1 400 milliards de dollars selon l'OCDE. Pékin n'a plus le choix et déclare en 2014 la guerre à la pollution. Une priorité réaffirmée avec force par le Premier ministre en 2015. Nous sommes déterminés à réduire la pollution. Des efforts immenses ont déjà été accomplis. Mais les progrès que nous avons réalisés sont encore loin des attentes de notre peuple. Nous avons déclaré la guerre au smog. Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts jusqu'à ce que nous atteignions notre but. Le régime chinois déploie les grands moyens pour vaincre cette apocalypse. Le parc automobile est contrôlé, un système de circulation alterné est mis en place. Autour de la capitale, 200 usines ont été fermées. L'État veut punir financièrement les 15 000 usines du pays en cas de dépassement des normes. En apparence déterminée, Pékin ne parvient pas à imposer cette priorité environnementale dans toutes ses provinces. Dans le nord du pays, Harbin vit de l'industrie. Au cœur d'un quartier résidentiel, cette usine pharmaceutique tourne jour et nuit. C'est le pilier économique de la région.
La pollution s'est développée il y a une quinzaine d'années avec l'installation d'un centre de traitement des eaux usées. Les odeurs nauséabondes des gaz obligent Liu Min à vivre la plupart du temps calfeutré chez lui. Selon la loi, le Bureau de l'environnement devait faire une enquête avant l'agrandissement de l'usine. Ils auraient dû demander leur avis aux gens qui sont concernés, les voisins, ceux qui vivent ici. Il a cru que la situation allait changer en 2011, après le reportage de la CCTV. La chaîne du régime dénonce les pratiques de ce puissant groupe pharmaceutique. Dans la rue devant l'usine, un phénomène étrange. Même en été, les gens portent des masques. Le reportage révèle des taux de sulfure d'hydrogène et des niveaux d'ammoniac extrêmement dangereux. L'usine est condamnée à verser une amende d'1 million de yuan, 150 000 €. Les niveaux des émissions toxiques seraient aujourd'hui inférieurs, pas suffisamment pour un groupe de chercheurs qui réclament le déménagement de l'usine. Ils ont toujours dit qu'ils allaient déménager, mais ils ne le font pas. Chaque année, on fait des rapports au gouvernement local, mais ça ne sert à rien. Je pense que les bénéfices passent avant tout. Les riverains n'hésitent plus à exprimer leur colère. Pourquoi cette usine est-elle toujours implantée ici, dans une zone si peuplée? Posez la question au gouvernement. Mais posez la question au gouvernement. Dans ce pays, on parle beaucoup de ce problème, et parfois fort. Mais en réalité, si on veut changer quelque chose, c'est difficile. Très difficile. C'est tout le problème de la Chine. Le gouvernement se fiche bien de la santé du peuple. Ils savent ce qui se passe, mais ils s'en fichent. Nous, les Chinois, on est habitués à subir et à être traités comme des esclaves. Les habitants d'Harbin ne supportent plus le déni d'une partie de leurs élites. Le docteur Chi Xiu-yi appartient à cette classe dirigeante. Cancérologue renommé, il est également député de l'Assemblée nationale populaire. Le médecin minimise la crise sanitaire et conteste une étude internationale qui fait pourtant référence. 1 200 000 décès prématurés estimés chaque année. Des statistiques comme celle-là, venant de gens qui sont des chercheurs, qui ne sont pas des médecins eux-mêmes, je doute de la fiabilité de ces chiffres. Ce n'est pas aussi grave que ce que disent les experts et les journalistes. Quand il n'y a pas de vraies preuves, ce n'est pas la peine de faire peur aux gens et de troubler la société. Une société chinoise lassée de suffoquer, qui s'éveille à la lutte environnementale. En mars 2015, la diffusion d'un documentaire marque un tournant. Il est signé de Chai Jing, ancienne journaliste vedette, devenue l'icône de ce combat. Des extraits de son film sont diffusés au grand jour dans les rues de Pékin. Elle y fustige le laxisme des gouvernements locaux, dénonce des usines qui polluent en toute impunité. Cette odeur de dioxyde de soufre provient de la fumée. Cette pollution n'est pas contrôlée. Elle contamine l'atmosphère. Pourquoi vous n'utilisez pas de filtre? Si, il y en a. Mais pourquoi il y a autant de fumée alors? Le succès est énorme. Plus de 200 millions de vues sur les réseaux sociaux en quelques jours. Mais très vite, les commentaires sur la toile affolent les autorités qui censurent la diffusion. Je pense que la diffusion de son documentaire a sûrement reçu des soutiens du régime. Autrement, elle n'aurait jamais eu la possibilité de le diffuser sur autant de plateformes. Mais on comprend aussi pourquoi, au moment où la diffusion prend de l'ampleur, le gouvernement a besoin de le censurer. Si le gouvernement perd le contrôle et laisse monter les mécontentements,
Alors des citoyens pourraient commencer à poser une question. Qui est responsable ? Si le gouvernement n'arrive pas à protéger son peuple et à résoudre ses problèmes environnementaux, il peut perdre sa crédibilité. Ils n'ont ni le droit de grève, ni celui de manifester. Et pourtant, des citoyens chinois s'organisent clandestinement sur Internet, descendent dans les rues pour réclamer des fermetures d'usines. Ces actions spontanées mais répétées font parfois plier les autorités. Une cybercontestation qui pourrait affaiblir le gouvernement central. Aux prises avec le mécontentement grandissant de sa population, Pékin doit aussi combattre la corruption locale. L'obstacle majeur, selon le professeur Hao Ziming, l'un des scientifiques les plus estimés du pays. Dans certains endroits, la corruption est assez grande. On ne fait pas encore assez pour contrôler l'application de la loi. Le gouvernement est déterminé à combattre la corruption, mais la prise de conscience est un processus long. Entre détermination et aveu d'impuissance, à quelle échéance la Chine peut-elle vaincre la pollution ? Améliorer la qualité de l'air en Chine demande du temps. On atteindra les normes de l'OMS, peut-être environ en 2050. La France n'est pas encore au niveau, et les États-Unis non plus. 2050, pour être aux normes, c'est dans 35 ans. Ça veut dire qu'il y a plus d'une génération de Chinois qui doit vivre dans un air qui n'est pas pur. Est-ce qu'ils sont prêts à ça ? Mais vous les Français, vous n'avez pas atteint les niveaux, même après 2 générations. Vous avez l'air pourtant joyeux. L'épidémiologiste Pan Xiuquan, pourtant l'un des rares scientifiques à reconnaître une situation d'urgence, parle même de sacrifices inéluctables. Si on se penche sur l'histoire, il y avait beaucoup de pollution en Europe dans les années 50, 60. Les Européens ont subi cette pollution pendant des années. Où étaient les droits de l'homme à cette époque ? La Chine a reproduit le même schéma que l'Europe et les États-Unis. On pensait l'éviter, mais il semblerait que nous n'y soyons pas parvenus. Quand vous entendez le chiffre de 1 200 000 victimes, ça fait peur. Mais en même temps, cela représente seulement 12 à 13% de la mortalité en Chine. Beaucoup d'autres personnes meurent d'autres maladies. Les Européens pensent peut-être que c'est cruel, mais c'est inévitable. On est obligé d'affronter cette situation. La Chine n'a pas encore fait sa révolution environnementale, et c'est désormais un enjeu de stabilité sociale. Confronté aux mêmes défis, le géant indien assume une politique de développement dont la pollution serait une fatalité. Le gouvernement prévoit de doubler sa production de charbon dans les 5 prochaines années, malgré les risques sanitaires. Le ministre de l'Environnement revendique ce passage obligé et n'entend pas recevoir de leçons des puissances occidentales. À Delhi, nous avons fermé 3 unités qui polluent. Et pour 2 unités, nous faisons des remises aux normes. Maintenant, nous prévoyons des installations dans des zones isolées, pas dans les villes. C'est de cette manière qu'il faut équilibrer nos émissions. Et regardez, l'Amérique exporte aussi du charbon. S'ils étaient vraiment dérangés par les émissions de charbon, ils arrêteraient d'exporter. Ils ne le font pas. Ils donnent des leçons. Ils ne devraient pas. L'Europe consomme 10 fois plus de charbon que l'Inde. Ils polluent 10 fois plus. Ma pollution va doubler, mais cela va donner aux pauvres l'accès à l'électricité. Chaque personne sur Terre a droit à l'énergie carbone. Et ça, c'est refusé à l'Inde ? 300 millions d'Indiens n'ont pas accès à l'électricité. Une pauvreté énergétique responsable d'une autre pollution de l'air, plus dévastatrice encore. Dans les villages, les femmes cuisinent avec les tchoulas,
Ces fourneaux en terre cuite, alimentés avec du bois, des déchets ménagers ou de la bouse de vache. Au contact de ces fumées, des particules de suie, les Indiennes et leurs enfants mettent leur vie en danger. Ils peuvent inhaler l'équivalent de 400 cigarettes brûlées en 1 heure. J'ai peur de mourir. J'ai des enfants. Vu l'état de mes poumons, qu'est-ce que je vais devenir? Avec ce qu'on entend dans le village, les gens ici ont le cancer. J'ai peur d'attraper une maladie comme ça. J'ai peur de ça. Selon l'OMS, à l'échelle mondiale, 4 millions de personnes meurent chaque année de cette pollution intérieure. C'est plus de la moitié des victimes de la pollution de l'air. Une urgence planétaire. 3 milliards d'habitants n'ont toujours pas accès à des technologies saines pour se chauffer ou cuisiner. Nous devons trouver d'autres solutions pour ces populations immédiatement, pour des bénéfices à court terme. Pas de kérosène, pas de charbon. Il faut de l'énergie solaire, de l'éthanol, du gaz ou d'autres sources d'énergie propre. Et c'est possible. Il existe de bons exemples récents. L'Indonésie a versé des subventions pour passer d'un combustible sale, le kérosène, nocif pour la santé, à un combustible un peu plus propre, le gaz. Et là, grand changement. Cela va permettre à 70-80 millions de personnes de passer d'un combustible sale à un combustible propre pour un bénéfice majeur. À ce jour, le gouvernement indien est loin des initiatives indonésiennes. Sur le front de la pollution urbaine, New Delhi, comme Pékin, fait face à une mobilisation croissante des militants environnementaux. Les ONG dénoncent la passivité des autorités. La presse conseille aux familles de quitter la ville. Une campagne relayée par les ambassades étrangères avec des reportages chocs des chaînes américaines. Sous pression, le gouvernement lance un indice national de la qualité de l'air pour informer la population en temps réel. Mais aucun plan d'envergure n'est annoncé. Aucune mesure d'urgence en cas d'alerte. La façon dont le gouvernement lance cet indice de la qualité de l'air ne nous apporte aucune clarté sur ce que seront les prochaines étapes. Nous savons qu'il s'agit d'une urgence de santé publique. Les médias en parlent constamment. Donc le gouvernement est sous pression pour prendre des mesures et agir. Jusqu'ici, l'un de ces gouvernements successifs n'ont agi que sur l'injonction des arrêts de la Cour suprême. La première victoire symbolique date de 1984, avec la dépollution du Taj Mahal. Cette victoire, c'est celle de Mahesh Chandra Mehta, l'avocat environnemental le plus connu du pays. C'est lui aussi qui a obtenu l'introduction du gaz naturel comme carburant pour les transports publics à Delhi en 2002, une énergie fossile moins polluante que le pétrole. Si les tribunaux n'avaient pas agi et rendu des jugements sur la pollution automobile, il n'y aurait eu aucun changement. L'essence sans plomb n'a été introduite en Inde que sur ordre des tribunaux. C'était le devoir du gouvernement de le faire. Ils auraient dû forcer les raffineries à le faire. Dans le sillage de l'avocat, ce sont désormais des citoyens qui s'engagent et mènent des procédures. C'est le cas du docteur Sanjay Kulshrestha, chirurgien pédiatrique. Est-ce que le bébé a pu manger quelque chose? Pas vraiment, ou tellement peu. Il n'y a pas eu d'incident, un choc, des convulsions? Non, non. Depuis une quinzaine d'années, il constate une augmentation alarmante de malformations congénitales qu'il relie à la pollution automobile. Les automobilistes
À peine 15% de la population, issue des classes moyennes émergentes, constitue un puissant lobby. Les automobilistes ont le pouvoir. Le gouvernement ne prend pas cette affaire au sérieux. J'ai écrit à tellement d'administrations, à tellement de ministères. Je suis allé faire des présentations à des dizaines de responsables, de hauts fonctionnaires. Et une fois que vous êtes sortis, ils vous ont déjà oublié. Alors j'ai décidé d'aller devant le tribunal. J'ai fait une requête pour demander que soit réduit le nombre de voitures. Pour la seconde fois, le chirurgien vient plaider sa cause devant les juges du tribunal environnemental. Il leur demande d'ordonner des enquêtes dans les plus grandes villes sur le lien entre la densité du trafic et les concentrations de polluants. Quand j'ai expliqué que beaucoup de bébés mouraient à cause des malformations, ils ont été très surpris. Ils prennent l'affaire très au sérieux. On ne peut pas rester sans rien faire. On perd 3 ans d'espérance de vie. Nos bébés meurent prématurés ou à cause de malformations. C'est un droit fondamental, le droit à la vie, le droit à un air propre. C'est un droit fondamental. Le médecin a été en partie entendu par le tribunal qui enjoint les villes surpolluées d'agir. Quelques mois plus tôt, les juges ont aussi interdit les véhicules diesel de plus de 10 ans dans la capitale. Une façon de pousser le gouvernement à prendre la mesure du fléau. Si la deuxième génération de mesures n'est pas lancée, c'est certain que cela peut devenir un désastre de santé publique pour lequel le gouvernement devra rendre des comptes. Nous ne pouvons pas nous permettre de grandir économiquement si c'est pour compromettre la santé des personnes. C'est totalement inacceptable. Et la qualité de l'air est quelque chose de non négociable. Nous avons besoin d'un air propre, nous voulons un air propre, même si nous nous développons. Ce droit à un air sain, d'autres mégalopoles l'ont revendiqué lorsqu'elles se sont développées et ont affronté les mêmes défis. L'une des plus emblématiques, c'est Mexico, qui a su trouver des solutions jusqu'à ces dernières années. Mexico est, vous le savez, la ville la plus polluée du monde. La situation est tellement catastrophique en ce moment que le gouvernement a dû renoncer à ouvrir les écoles. En 1990, Mexico est une cuvette irrespirable, cernée par 40 000 usines, traversée par 3,5 millions de véhicules qui brûlent de l'essence au plomb. Acculée, la capitale mexicaine choisit la manière forte. Elle délocalise ses industries, impose l'interdiction de rouler 1 jour par semaine. Elle ordonne aussi un contrôle technique des véhicules chaque année pour exclure les plus polluants. Le gouvernement jure qu'avant la fin de l'année, toutes les voitures seront passées par des centres de contrôle comme celui-ci et auront réglé leur moteur. Aujourd'hui, Mexico a gagné 200 jours d'air sain par an, selon les normes mexicaines, encore loin de celles de l'OMS. Mais la vigilance est permanente. La qualité de l'air est surveillée comme le lait sur le feu. Et le principe d'une écologie punitive est assumé par la mairie de Mexico. La politique publique que nous avons mise en place ces 20 dernières années a permis une tendance à la baisse. Et le grand défi, c'est de continuer sur ce mouvement. Nous devons assumer les nombreuses décisions impopulaires. Nous sommes ici pour ça, pour prendre des décisions responsables qui bénéficient à tous. Mais après 25 ans d'efforts, les Mexicains sont lassés des sacrifices qu'on leur demande. Les opposants au programme Hoy No Circula protestent contre la nouvelle mesure de l'État fédéral. En été 2014, ils manifestent contre l'interdiction pour les véhicules de plus de 15 ans de circuler le samedi sous peine d'amende de 200 €.
Mais surtout, l'ambitieux plan de Mexico est freiné par une autre maladie qui gangrène le pays, la corruption. Chauffeur de taxi depuis 10 ans, Constancio Rodriguez connaît tous les arrangements des Mexicains avec les règles. Si tu te fais arrêter par un policier alors que tu roules en infraction, l'agent te demande un bakshish et te laisse passer. Il te donne même un mot de passe pour circuler toute la journée partout sans problème. La lutte contre la pollution automobile se joue ici, dans les Verificentros, ces centres de contrôle technique. Chaque année, les véhicules sont soumis à des tests de pollution. En fonction des résultats, ils sont dotés d'un hologramme avec des contraintes de circulation. Mais là encore, les Mexicains redoublent d'astuces pour contourner la loi. Quand une voiture neuve passe le contrôle, les employés s'arrêtent et la font passer juste derrière une autre voiture, vieille, qui a peu de chances de réussir le test. Ils font semblant de faire les vérifications devant les caméras de surveillance pour faire croire qu'ils font leur travail. En réalité, ils impriment les résultats de la voiture précédente et ne vérifient strictement rien. En réalité, les superviseurs des Verificentros reversent aussi leur bakshish aux contrôleurs du ministère. Si jamais ils ne le font pas, ils viennent contrôler le Verificentro et ils le ferment. Rien ne se passe sans bakshish, à tous les niveaux. La fraude est si généralisée que la mairie de Mexico a créé une cellule de surveillance vidéo. Elle est censée capter tous les faits et gestes dans les 80 Verificentros de la ville. C'est l'un des grands défis auxquels nous avons été confrontés en arrivant dans cette administration. En plus de cette vigilance, nous avons toute une série de mesures répressives. Des amendes, des suspensions de cartes grises. Il y a beaucoup à faire. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Les Verificentros existent depuis plus de 15 ans. C'est un problème dont nous sommes conscients, mais qu'on ne réglera pas du jour au lendemain à cause de la corruption. Comment exiger des citoyens de respecter la loi quand des scandales de corruption sont dévoilés au plus haut niveau de l'État? Entre les mauvaises pratiques et l'urbanisation tentaculaire, les indices de pollution remontent au fil des années de façon alarmante. Un souci majeur pour celui qui a largement insufflé cette politique, le plus célèbre des scientifiques mexicains, Mario Molina. Le prix Nobel de chimie continue d'interpeller les autorités de son pays. La situation est très inquiétante et elle me préoccupe. C'est frustrant de constater que les choses ne se résolvent pas aussi rapidement qu'on pensait pouvoir le faire. C'est dû en grande partie à l'inertie de la société, de la politique et des lobbies qui s'opposent au changement. C'est une tâche très difficile. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'espérer que toutes les forces positives de la société, et nous sommes nombreux à y contribuer, soient celles qui prévalent. Je place aussi beaucoup d'espoir dans l'éducation, qui peut améliorer profondément les choses. Comment Mexico peut-elle franchir une nouvelle étape? Entre les pro-automobiles et les pro-écologie, la population est divisée. L'espoir vient sans doute des nouveaux leaders environnementaux. En 2010, Marta Delgado lance les éco-bicis sur le modèle des Vélib parisiens. Elle mène campagne pour convaincre les Mexicains de se déplacer autrement. Mais elle réclame aussi des pouvoirs publics des solutions de mobilité durable. Nous avons imposé des règles très strictes qui sont uniques dans l'agglomération. Et ce serait très bien d'imaginer que toutes ces règles soient étendues à l'ensemble du territoire.
Dans la ville de Mexico, je pense que les habitants ont fait assez d'efforts. On doit réfléchir à d'autres solutions qui rendent le transport public plus attractif pour la population. Il faut mettre en place des options satisfaisantes pour les personnes, sans attendre des gens qu'ils prennent conscience de tous les problèmes de la société. Les problèmes de santé, d'économie, de civilité, d'urbanisme, de propreté, de l'écologie. C'est d'une campagne culturelle, d'une révolution culturelle dont nous avons besoin. Une petite révolution est déjà en marche depuis 2007. C'est celle qui réunit tous les dimanches les Mexicains sur l'avenue Reforma, les Champs-Élysées de Mexico, fermés aux voitures. Je me sens très chanceux d'être témoin de cette évolution. Parce qu'on était un peu fous il y a 20 ans. On était seulement 5. Aujourd'hui, il y a un autre état d'esprit. On pense la ville comme une communauté. Et la communauté doit prendre soin de son cadre de vie. Cette conscience écologique qui éclot sera-t-elle suffisante? Mexico doit encore livrer bataille. Dans 10 ans, 80% des Mexicains vivront en ville. Ce défi environnemental, une capitale européenne l'a réussi il y a bien des années. Berlin, pionnière d'une politique verte, dont elle récolte les fruits. La capitale allemande est moins polluée que ses voisines européennes, mais elle a su imposer dès 2008 une zone environnementale. Un centre-ville protégé, débarrassé des voitures à forte émission polluante. Sans cette vignette, les automobilistes s'exposent à une amende de 40 € et au retrait d'un point de permis. Martin Lutz est l'un des maîtres d'œuvre de ce plan anti-pollution. Voilà, c'est ici que commence la zone environnementale. Après 8 ans d'application, Berlin ne sait pas mesurer le bénéfice sanitaire pour ses habitants, mais certains chiffres ne trompent pas. Les particules de diesel ont diminué de 50%. Elles ne sont qu'une partie des particules fines pour lesquelles nous avons des seuils limites. Et la concentration totale en particules a diminué de 10%. Mais c'est un chiffre considérable, car il n'existe presque aucune autre mesure qui, à elle seule, a eu un effet de cette ampleur. Nous avons ainsi contribué de façon significative à la protection de la santé de la population urbaine. Doublement des pistes cyclables en 10 ans, réduction de la vitesse à 30 km/h sur de grands axes, Berlin dessine une autre ville et s'attaque aussi aux bus. Déjà équipés de filtres à particules, de catalyseurs, ils vont laisser progressivement leur place à des modèles électriques. Nous avons ici l'une des plus fortes concentrations en dioxyde d'azote. Elle provient des taxis au diesel, mais surtout des bus qui fonctionnent quasiment tous au diesel. C'est pourquoi nous prenons ces mesures de modernisation et de renouvellement de la flotte. Nous aurons une première ligne entièrement électrique, depuis cette gare à celle du sud. Ces bus seront 100% électriques. C'est un projet pilote et nous pensons que c'est la technologie de l'avenir. Mais le combat n'est pas encore gagné, car la moitié de la pollution berlinoise est importée de l'extérieur. Des usines de Pologne, dont la frontière n'est qu'à 80 km. Berlin est aussi menacée par les centrales à charbon et lignite du bassin de la Ruhr, une production qui ne ralentit pas en raison de l'abandon progressif de l'énergie nucléaire. Pour contrer cet effet, la municipalité optimise son principal atout, ses espaces verts. Chaque friche industrielle est transformée en parc, en jardin, pour faire du cœur de l'agglomération
un poumon écologique. Les particules fines émises par la pollution automobile se déposent ici sur ces espaces verts où elles sont retenues et non pas dispersées dans l'atmosphère. C'est un avantage, ça nous aide à combattre la pollution de l'air. Ces jardins contribuent ainsi à réduire les émissions polluantes et à absorber des particules fines. La capitale allemande vise l'objectif de 0 dépassement des normes européennes avant 2020. Elle n'y est pas encore. Les niveaux d'oxyde d'azote demeurent élevés. La raison, c'est que nous voyons beaucoup plus de véhicules diesel qu'auparavant. Et ces diesels, surtout les nouvelles générations, hélas, émettent beaucoup plus de dioxyde d'azote que les normes européennes portent à le croire. Même Berlin, pourtant capitale très verte, n'est pas allée jusqu'à interdire les voitures diesel récentes. À l'échelle européenne, 17 États membres sont menacés de poursuites par Bruxelles. Ils ne respectent pas les seuils limites de particules fines et de dioxyde d'azote. Les 2 principaux polluants émis par les diesels, cancérogènes selon l'OMS. Sur ce dossier au parfum de scandale, un pays européen fait même marche arrière. Athènes, asphyxiée dans les années 80 et 90, avait été la première capitale européenne à bannir le diesel il y a 25 ans. Elle l'a pourtant réintroduit en 2011. Nous étions présents au Parlement le jour où la demande du ministre de l'Énergie de réintroduire les moteurs diesel a été examinée. Le ministre s'est retrouvé dans une situation très difficile. Si vous me posez la question, je pense que certains lobbies automobiles ont fait pression sur lui. C'étaient les seuls qui pensaient pouvoir profiter d'une telle mesure. Une décision gouvernementale pour relancer le marché automobile local, alors que du diesel frelaté fait l'objet d'un marché noir. Pourquoi la municipalité d'Athènes a-t-elle laissé faire? Quel est le pouvoir d'une ville face à celui d'un gouvernement? Ce jour-là, le maire d'Athènes vient signer aux côtés d'autres capitales européennes son engagement pour le climat. Pourquoi le diesel est-il de retour à Athènes? Je ne sais pas. C'est pas de ma compétence, c'est une question que je ne connais pas. Comment vous expliquez? Athènes a été la première ville en Europe à interdire le diesel, et le diesel est de retour à Athènes. Pourquoi? À cause de la crise. Hein? Comment ça, à cause de la crise? D'un quoi? On me dit que c'est d'une autre qualité, le diesel. Comment ça, d'une autre qualité? D'une autre qualité, il est beaucoup plus propre. Vous savez, parfois, les circonstances de la crise créent des problèmes. Vous savez? Excusez-moi. Mais ça veut dire qu'une ville, la ville n'est pas puissante par rapport à un État? Comme Berlin, Athènes autorise seulement les véhicules diesel récents qui seraient plus propres que les générations précédentes. En France, championne du monde du diesel, avec 60% de son parc automobile, l'État réagit-il enfin? Ce moteur diesel longtemps privilégié, cela a été une erreur. Il faut progressivement revenir dessus avec intelligence et pragmatisme. En novembre 2014, cette déclaration sonne comme la fin d'une histoire d'amour toxique, vieille de 30 ans. Mais depuis ce discours, quels sont les engagements de l'État? Une commission d'enquête parlementaire enfonce le clou en juillet 2015. Des sénateurs évaluent à près de 100 milliards d'euros le coût de la pollution atmosphérique et mettent en accusation le diesel. Monsieur Christian Chapelle, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Les parlementaires auditionnent les constructeurs automobiles, un dialogue de sourds. Est-ce que vous contestez ou pas le fait que le diesel a un impact sur la santé? Oui, non, c'est pas compliqué. Ce que nous disons, nous, sur le diesel, c'est que rapport de l'OMS
2012, jusqu'à 2012, les émissions essence et les émissions diesel étaient dans la même catégorie de dangerosité. Ils les ont fait évoluer à partir de 2012. Nous avons généralisé le filtre à particules depuis 2011. Est-ce que la voiture peut être considérée comme étant propre ? On peut dire que sur le plan des particules, nous avons fait ce progrès significatif demandé. À partir du moment où les filtres à particules sont disponibles, que le moteur diesel est propre. Vous savez que vous avez prêté serment. Hein. Aujourd'hui, devant la Commission et la représentation nationale, vous dites que le moteur diesel est propre. Le moteur diesel n'émet pas de particules. Il en émet aux alentours d'1 milligramme par kilomètre de CO2. Leur tout nouveau moteur diesel serait aussi propre que les moteurs essence. Une version très contestable. Les tests de pollution des véhicules européens, réalisés en laboratoire, ne reflètent pas les conditions réelles de circulation. Les données sont faussées. Le scandale Volkswagen et ses tests truqués dévoilés en septembre 2015 ont jeté encore plus le trouble. Les ONG réclament la transparence. Tant qu'il n'y aura pas des tests qui seront plus robustes, on ne pourra pas faire confiance aux constructeurs pour qu'on les laisse dire que le véhicule diesel aujourd'hui est un véhicule propre. Au niveau des oxydes d'azote, là je pense qu'on ne peut pas vraiment dire que le véhicule diesel soit encore vertueux aujourd'hui. Plusieurs essais ont été faits par des laboratoires indépendants au niveau international, par les services de la Commission basés en Italie, pour bien montrer qu'un véhicule Euro 6 diesel, donc les véhicules les plus récents, émettent en moyenne entre 7 à 8 fois plus dans la vraie vie que sur le cycle homologué. La Commission européenne exige des tests en conditions réelles de circulation pour 2017. Après la fraude Volkswagen, les États vont-ils faire pression sur les constructeurs qui retardent le processus ? Ils essaient de contraindre le plus possible le test parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a donc des essais qui ont été faits sur 15 véhicules diesel récents. Et sur ces 15 véhicules-là, il y en aurait un seul qui passerait la norme au jour d'aujourd'hui. Dès 2007, le véhicule Euro 6 devait atteindre les normes en conditions réelles de conduite. C'est toujours pas le cas. Alors qu'est-ce qu'on attend ? On ne peut pas attendre éternellement. Il faut vraiment que ce soit mis en place ultra rapidement. Et les constructeurs à la fois demandent ça, mais c'est retardé. Moi, je suis inquiet qu'on n'ait rien avant 2020. Madame Ségolène Royal, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Auditionnée elle aussi, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, confirme publiquement que les diesels sont toujours polluants. De là à les bannir, c'est une autre histoire. Merci Madame la ministre. Alors, Madame la ministre, vous n'avez pas répondu à ma question, excusez-moi de vous interrompre, Monsieur le Président, sur le diesel. Sur l'interdiction du diesel ? Oui. Aujourd'hui, il y a deux choses. On n'est plus dans les logiques d'interdiction on ne peut pas faire l'interdiction du diesel du jour au lendemain, puisqu'on a encouragé pendant des années et des années et des années l'achat de véhicules diesel. Donc il faut aussi savoir raison garder, être pragmatique et regarder la réalité de la situation. Deuxièmement, il faut savoir ce que l'on veut. Soit on dit effectivement qu'il y a 40 000 morts prématurées à cause de la pollution, mais à ce moment-là, on prend des mesures beaucoup plus radicales. Comment se fait-il qu'il y ait des bus diesel dans Paris, des taxis diesel dans Paris, et qu'on nous dise il y a 20 000 à 40 000 morts prématurées. Mais alors on arrête tout de suite. Et on dit, ben voilà, et non, maintenant les taxis seront électriques, les bus seront électriques. Pourquoi c'est si lent ? Donc on est tous comptables de ce qui est fait. Vous voyez, donc moi je veux bien qu'on ait une idéologie anti-diesel, et c'est vrai qu'il y a des pollutions, mais en même temps, à ce moment-là, il faut passer à l'action. La ministre renvoie la responsabilité aux villes. C'est pourtant bien l'État français qui est poursuivi par Bruxelles pour non-respect des valeurs limites de la qualité de l'air. Paris prend les devants et veut donner l'exemple. La maire de la capitale s'engage à libérer la ville de tous les véhicules polluants d'ici à 2020. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. On peut applaudir quand même. Au 1er janvier 2016, le centre de Paris sera une zone à circulation restreinte sur le modèle de Berlin. Les véhicules antérieurs à 1997 y seront interdits. À l'inverse, des avantages seront accordés aux Parisiens qui préfèrent les systèmes de voitures en autopartage. Mais comme à Berlin, pas question d'exclure pour l'instant les nouveaux diesels.
Je ne veux plus de diesel à Paris, et y compris les diesels modernes sont dangereux. C'est une technologie du passé. Ce sont des énergies fossiles, il faut passer à autre chose, mais je suis pragmatique, je veux que ça marche, je veux qu'on trouve aussi des solutions alternatives et qu'on puisse accélérer la transformation du parc automobile en partant des véhicules les plus anciens, qu'ils puissent acquérir des véhicules propres ou des véhicules électriques ou pas de véhicules du tout, parce qu'on peut très bien se déplacer en ville sans avoir une voiture personnelle attitrée. Et je fais tout pour que ma ville soit plus qu'au rendez-vous, à l'avant-garde de cette mobilité électrique. Et vous verrez qu'en 2020, le paysage ne sera plus du tout le même. Les écologistes réclament une sortie progressive du diesel. La sénatrice Aline Archimbaud mène ce combat. Elle en fait une question d'honneur politique pour éviter un nouveau scandale sanitaire. Vous savez, on a une histoire tragique en France, c'est celle de l'amiante. L'amiante aura fait, selon les chiffres de l'Institut national de veille sanitaire, qui est l'institut public incontestable en France, 100 000 morts en 2050. 100 000 morts. En 1977, l'Organisation mondiale de la santé dit l'amiante est cancérogène, certain pour l'homme. Et la France met 20 ans à interdire l'amiante. 100 000 morts. Alors moi, je ne veux pas qu'on recommence. On ne recommence pas avec les particules fines ce qu'on a fait avec l'amiante. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Si les pouvoirs publics et les parlementaires ne prennent pas leurs responsabilités, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les victimes vont s'organiser et vont porter plainte en justice. Parce que ça suffit. 2 associations ont déjà porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Et les scientifiques s'inquiètent du manque de courage politique. On est quand même à des niveaux de protection de la population qui ne sont pas du tout satisfaisants. Et j'ai envie de dire que oui, lutter contre le diesel, c'est une mesure parmi d'autres, parmi celles qui peuvent être prises. Les politiques peuvent tout à fait prendre le choix de lutter contre la circulation automobile, contre le chauffage urbain, contre d'autres sources de pollution. Il faut leur faire passer le message qu'une seule action ne sera pas suffisante. Donc il faut vraiment effectivement cibler l'ensemble des secteurs d'activité, le trafic routier, le chauffage et différents champs d'activité de nos sociétés s'ils veulent vraiment arriver à des diminutions conséquentes. Entre les villes et les États qui se renvoient la balle, des actions encore trop ponctuelles, la bataille de l'air montre ses limites. Selon les chercheurs, une dimension du phénomène est totalement sous-estimée par les politiques. La pollution atmosphérique n'a pas de frontières. La preuve scientifique nous parvient des satellites, véritables scanners de l'atmosphère. Ils mesurent plusieurs fois par jour le transport d'épanage de gaz et de particules à travers le globe. Les polluants s'exportent de pays en pays. En Europe, la France peut recevoir ainsi une partie de la pollution allemande qui elle-même provient de Pologne. Et inversement, selon les courants aériens et l'intensité des épisodes. En Asie, le smog de Pékin survole le Japon, mais à plus grande échelle, le nuage brun chinois peut se déplacer à une vitesse vertigineuse. Poussé par les vents, il peut traverser l'océan Pacifique et atteindre le continent américain en 3 à 5 jours. C'est à Boulder, la Mecque du climat et de la chimie atmosphérique, que les chercheurs étudient ce phénomène depuis plusieurs années. L'équipe de David Edwards traque le parcours de l'ozone, ce gaz néfaste pour la santé et les cultures. Vous voyez ici les panaches qui se déplacent vers le continent nord-américain. Il peut rester 1 mois dans l'atmosphère et faire ainsi plusieurs fois le tour de la Terre.
Nous voyons de plus en plus l'impact de cette pollution qui parcourt une très longue distance. Les études indiquent par exemple que 5 à 10% du niveau d'ozone observé sur la côte ouest de l'Amérique du Nord proviendrait de la Chine. Les études suggèrent que la délocalisation des industries manufacturières américaines, particulièrement en Asie, a pu produire plus d'émissions polluantes en Asie, et par cet effet de transport, elles reviendraient aux États-Unis. Ce serait quand même assez ironique si c'est ce qui se produit vraiment. Une ironie du sort pour la Californie qui a déployé tant d'efforts pour devenir l'un des États américains les plus propres. La Californie applique à la lettre le Clean Air Act, la loi la plus répressive au monde sur la qualité de l'air. À Los Angeles, symbole d'une réussite environnementale dans les années 90, les concentrations d'ozone et de particules fines repartent à la hausse. Dans la vallée de San Joaquin, au centre de la Californie, le nuage chinois crée la polémique. La région dépasse les seuils réglementaires et refuse de payer des amendes pour une pollution qu'elle prétend ne pas produire. Un faux prétexte, selon la patronne de l'Agence gouvernementale de la qualité de l'air. Je ne suis pas en train de dire que nous devrions ignorer ce phénomène. Mais je suis inquiète à l'idée d'entendre les industriels, les autorités locales nous dire « Il n'y a rien que l'on puisse faire. Ce n'est pas notre faute. Tout ça vient de la Chine. » Ignorant du même coup la pollution qu'ils génèrent ici. Ce ne serait pas légalement juste. Ce ne le serait pas non plus scientifiquement. Chacun devrait faire ce qu'il a à faire. Il n'y a pas un seul grand méchant dans toute cette histoire. Tout le monde a sa part de responsabilité. Une pollution atmosphérique sans frontières et sans gendarme international. Il n'existe aucun traité mondial, ni même un indice commun de la qualité de l'air. Face à l'urgence, Guy Brasseur, climatologue reconnu, milite pour une gouvernance mondiale de la pollution de l'air. L'Europe, les États-Unis, qui ont quand même beaucoup travaillé sur le problème de la pollution de l'air, de la qualité de l'air, considèrent un peu que ce n'est plus leur problème. C'est le problème de la Chine, c'est le problème de l'Inde, ce sera peut-être le problème de l'Afrique. Demain, il faudrait que ces gouvernements réfléchissent un peu plus loin que le bout de leur nez, si je puis dire, et comprennent qu'en réalité, la pollution en Chine, la pollution en Inde, même si ce n'est pas direct et visible, mais à long terme, c'est aussi un problème pour nous en Europe ou un problème pour le continent nord-américain. Et on n'a pas encore réussi à convaincre véritablement le monde politique international de la nécessité, finalement, d'avoir un grand accord international sur les problèmes de pollution. Il ne s'agit pas simplement de dire vous ne pouvez plus polluer, il s'agit d'aider les pays à développer leur économie, leur infrastructure, leur système industriel pour que les émissions soient limitées. Et là, nous devons les aider. Donc, on ne peut pas attendre 10 ans, il faut le faire tout de suite. Une urgence dont la résolution exige des politiques globales sur nos façons de produire et de vivre dans nos villes. Les lanceurs d'alerte appellent à une mobilisation planétaire, comme pour le climat. Pour eux, la bataille de l'air ne fait que commencer. Ce n'est que le début du combat, parce qu'en 2050, 75% de la population mondiale vivra en ville. Cela représente des dangers, mais aussi des opportunités pour améliorer le bien-être de la majorité de la population mondiale. Nous devons penser les villes en termes de bénéfices pour la population. La santé publique, la qualité de vie devraient lier toutes les politiques publiques urbaines. Les problèmes de qualité de l'air et du changement climatique ont ceci en commun. C'est qu'en travaillant ensemble, nous les experts scientifiques, avec les responsables politiques et économiques,
Si nous parvenons à trouver des solutions, les bénéfices pour toutes nos économies seront majeurs. Il nous faut des citoyens engagés. Il nous faut des politiciens avec la volonté d'agir. Mais je suis plutôt optimiste. Parce qu'à partir du moment où les citoyens comprennent l'ampleur du problème, alors ils s'engagent. Ils s'emparent de cet enjeu.